Chapitre 4. Les vider jusqu'à la dernière goutte. Cet après-midi-là, Teresa quitta un vieil immeuble de bureaux situé en plein centre-ville. À peine dehors, son compte bancaire afficha un crédit supplémentaire de 1,5 million. Ces petites compagnies de prêt étaient plus cruelles et avides que n'importe quel vampire. Elle avait cédé sa propriété à la famille d'Oliver pour 2 millions, mais cette société usurière ne lui avait versé qu'un maigre 1,5 million. Comme si cela ne suffisait pas, le taux d'intérêt atteignait des sommets. Elle avait signé un prêt dont le délai de remboursement était fixé à 7 jours. En une semaine, elle devait restituer 2 millions, sinon la maison serait confisquée. C'était une manœuvre destinée à l'assécher complètement et à s'emparer de ses biens. Mais cela ne la troublait guère, puisqu'elle n'avait jamais eu l'intention de rendre cet argent. Quant à la maison, elle ne m'appartenait déjà plus. La durée du prêt, 12 jours exactement, tombait avec une précision redoutable juste avant l'apparition de l'apocalypse. Quand viendrait l'échéance, la société de prêt se tournerait immanquablement vers la famille d'Oliver. Alors, les deux camps s'affronteraient dans une lutte sanglante et acharnée. On ignorait qui l'emporterait, mais une certitude demeurait. Cette maison finirait en poussière. Avec 1,5 million de plus sur son compte, Teresa fixa les fonds déposés par la société de prêt. Une étincelle traversa son esprit et elle décida de se tourner vers toutes les plateformes de prêt existantes sur le marché. « Je vais les dépouiller jusqu'au dernier sou. Je prends tout !» Avec une résolution implacable. Après avoir finalisé toutes les opérations, son solde avait encore grimpé de 500 000. Elle disposait désormais d'un total de 3,7 millions, prête à repartir pour une nouvelle vague d'achats. Avec cette trésorerie renforcée, elle se dirigea d'abord vers une usine de matériaux de construction pour continuer à renforcer son abri. Elle acheta environ 40 à 50 caméras de surveillance, puis rechercha un fournisseur de générateurs. Une alimentation en énergie fiable était indispensable. Les générateurs se déclinaient en 4 catégories: éolien, hydraulique, thermique et diesel. Les 3 premiers étaient hors de question, trop complexes à installer, exigeant beaucoup de temps et d'efforts et rarement disponibles immédiatement puisqu'ils nécessitaient des commandes spéciales auprès de fabricants spécialisés. En revanche, le diesel représentait l'option la plus réaliste. Le vendeur demanda « Quelle puissance de générateur souhaitez-vous » Teresa répliqua « Quelle possibilité avez-vous » Le vendeur expliqua « Nous proposons des modèles de 30 et 50 kW, de 200 et 800 kW. Au-delà de 1000, les prix grimpent beaucoup. Plus la puissance augmente, plus le tarif s'élève. » Elle évalua rapidement la gamme de prix pour les générateurs diesel. Le plus petit modèle, à 30 kW, coûtait en général entre 10 et 20 000. Les modèles intermédiaires, comme ceux de 200 kW, étaient proposés entre 50 000 et 100 000. Pour un modèle de 300 kW, le tarif dépassait 100 000, puis progressait de façon exponentielle avec la puissance. Les générateurs dépassant les 1000 kW débutaient à 1 million, et les versions importées coûtaient encore plus cher, souvent 20 à 30% au-dessus des modèles nationaux. « Prenez un modèle fabriqué localement », recommanda le commerçant. Nos générateurs nationaux sont tout aussi fiables, parfois même meilleurs que les modèles importés. Ils sont plus solides, plus pratiques et ne présentent pas les soucis de compatibilité avec le diesel qu'ont les versions étrangères. Vous comptez l'utiliser pour quoi? Pour faire tourner un restaurant? Teresa acquiesça. Exactement. Elle avait besoin d'une alimentation sûre pour maintenir l'éclairage du bunker et assurer une consommation comparable à celle d'un restaurant. Bien qu'un modèle standard aurait suffi, elle choisit plutôt l'option la plus puissante et la plus onéreuse. Les récompenses de mon système progresseront avec mes avancées. Pourquoi donc me limiter? Offrez-moi le meilleur, je ne veux aucune concession. L'argent n'est pas un obstacle, lança-t-elle avec aplomb, en affichant l'assurance d'une riche cliente en achetant le générateur de plus grande valeur, un modèle haut de gamme à 1,2 million, dans sa boutique. Le commerçant était aux anges devant tant de confiance. Elle formula encore d'autres demandes, exigeant qu'il y ajoute tout, des matériaux d'insonorisation, des kits d'outillage et de petits articles divers. Elle ne voulait rien négliger, aussi insignifiant soit-il. Le commerçant, sans la moindre hésitation, lui donna même les 10 derniers litres de diesel restant en réserve. Quand Teresa aperçut le diesel, ses yeux s'illuminèrent. « Patron, auriez-vous par hasard des contacts pour obtenir du diesel à moindre prix ?» Le carburant était notoirement difficile à se procurer. Chaque passage en station nécessitait une inscription avec une pièce d'identité, et les ventes se limitaient à de très petites quantités, quelques litres au mieux. De nombreuses stations refusaient même de vendre en vrac, n'autorisant que le plein direct des véhicules. Toutefois, les vendeurs de générateurs avaient souvent leur propre filière,
Il existait un marché noir du carburant, où des filières parallèles s'en procuraient, volaient sur de grands sites ou récupéraient de sources douteuses au large, puis le revendaient sans aucun contrôle. C'était exactement ce type de carburant noir qu'elle cherchait. À peine sa question posée, le commerçant afficha une mine complice et mystérieuse. Il lui fit signe de s'écarter et lui tendit une carte. « Si vous avez besoin de davantage de carburant, appelez ce numéro, donnez mon nom et on vous accordera 20% de réduction. Vous ne trouverez pas mieux cher ailleurs. » Elle prit la carte. « Merci. » Il était clair que les personnes de ce secteur avaient souvent leur propre réseau. Alors qu'elle s'éloignait, le commerçant murmura. « Avec la grippe qui circule comme un incendie incontrôlable en ce moment, les affaires sont vraiment au point mort. » Elle répondit distraitement en accélérant pour quitter la boutique. « Oui. » Elle n'en dit pas davantage. Cette épidémie de grippe n'était pas un simple fléau, c'était l'avant-coureur de l'apocalypse. 2 semaines après la propagation initiale du virus, les malades commencèrent à mourir. Mais le véritable cauchemar se révéla lorsque, avant même que l'on ait pu réaliser la perte, on découvrit que les morts revenaient d'une manière ou d'une autre. Ce retour n'était pas un miracle, c'était l'aube de quelque chose de bien plus sombre, les zombies. Dans son existence précédente, Teresa s'était totalement consacrée aux préparatifs du mariage d'Oliver. À cette époque, son épouse venait d'apprendre sa grossesse. Teresa faisait toutes les courses pour eux, achetait des meubles neufs, suivait les travaux de rénovation, tout en accompagnant sa belle-sœur à l'hôpital. Le jour funeste où l'apocalypse débuta, elle se trouvait à l'hôpital avec sa belle-sœur pour récupérer des résultats lorsque les premiers cris terrifiés retentirent. Ce qui arriva ensuite fut un enfer gravé à jamais dans sa mémoire. Un patient, déclaré mort, se redressa brusquement. Alors qu'on l'emmenait en urgence, il se redressa d'un bond et se mit à mordre férocement les proches qui l'entouraient. Une lutte désespérée éclata, mais elle assista avec horreur à la convulsion du premier mordu. Quand il se releva, son corps était livide, vidé de toute vitalité. Ses yeux prirent une teinte grisâtre et morbide, semblable à ceux d'un zombie de film d'horreur, sans pupilles, sans éclat, uniquement une lueur finistre et assoiffée de sang. Dans un grondement terrifiant, il bondit sur les personnes qui avaient tenté de le retenir, enfonçant ses dents dans leur chair. Tout l'hôpital sombra dans la panique. Et ce n'était pas un cas isolé, des scènes similaires éclataient partout dans le bâtiment. Toute personne mordue subissait une transformation hideuse en 5 minutes, rejoignant aussitôt la horde pour déchirer d'autres victimes. À cet instant, Teresa fut paralysée par la peur, mais son instinct de survie prit le dessus. Son attention se concentra sur sa belle-sœur enceinte. Avec sang-froid, elle s'empara d'une arme et repoussa les zombies qui approchaient, protégeant sa belle-sœur pendant qu'elle traversait le chaos pour fuir l'hôpital. Ce qu'elle fit ce jour-là marqua profondément la famille Hall, qui la considérait dès lors comme la personne de confiance. À partir de ce moment, tout lui fit confier. Le ravitaillement, la sécurité du groupe, elle était toujours en première ligne. Dans son ancienne vie, elle avait trouvé un certain réconfort à être leur protectrice, celle à qui on se remettait dans les situations désespérées. Mais aujourd'hui, elle voyait clair. Il ne s'agissait pas de protéger la famille, mais d'être exploitée comme une simple pièce par des gens égoïstes et aveugles. Cette fois, je ne me laisserai plus berner. Fini la naïveté. Teresa organisa avec le commerçant la livraison de tout le matériel au hangar et sur le chemin passa un appel pour se renseigner sur l'approvisionnement en diesel. Le fournisseur confirma qu'il pouvait assurer la livraison qui arriverait dès le lendemain. Sans attendre, elle commanda l'intégralité de leur stock, précisant qu'elle n'accepterait rien de moins. Ainsi, elle effectua un achat en gros pour 1 million. Grâce à une remise de 25%, elle avait dépensé près de 2 millions en une seule journée.